Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de parler du thème des fiançailles. À quoi servent les fiançailles? Et nous avons le plaisir de recevoir Pasteur Hermione, bonjour, qui nous vient du Bénin et du centre Jésus pour réussir. C'est ça? Je l'ai bien dit? Parfait. Oui. Bonjour Annabelle. Et mariée au pasteur Edgar Guidibi, vous avez 5 enfants. Exactement. Et vous êtes, comme j'ai dit, pasteur, enseignant et spécialisé dans le mariage et la famille. Exactement. Donc vous avez eu l'occasion de suivre beaucoup de couples dans les fiançailles pour les conduire jusqu'au mariage, j'imagine. Par la grâce de Dieu. Dans le ministère. Donc finalement, à quoi servent les fiançailles? Je peux déjà dire que les fiançailles servent tout simplement selon le livre de Matthieu. Je regarde Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18, que le mariage est les fiançailles, en réalité, c'est une promesse de mariage et c'est l'étape où les deux partenaires doivent apprendre à se connaître, doivent savoir en réalité pourquoi ils sont ensemble et marcher vers le mariage. Marcher vers le mariage, cela implique beaucoup de choses. Si c'est déjà des gens qui sont convertis en Jésus-Christ, ils doivent savoir qu'est-ce que la parole dit et avoir des projets de vie ensemble qu'ils doivent décortiquer parce que chacun d'eux vient de diverses horizons. Ils ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas reçu les mêmes éducations, ils viennent de différentes cultures. Et donc, s'ils doivent se mettre ensemble, il faut quand même qu'ils travaillent leur comportement, leur vision, partager une vraie vision. Parce que la Bible nous dit que c'est un homme de la maison de Lévi qui prend pour femme une fille de la maison de Lévi. Alors, si un homme égale maturité, un homme égale responsabilité, pendant la période des fiançailles, c'est quand même normal que la fiancée puisse chercher à voir les points de cette responsabilité, de cette maturité, de cette connaissance dans l'homme, et que l'homme aussi découvre et cherche dans cette future épouse celle qui sera la femme aimante, la femme douce, la femme selon le cœur de Dieu, comme l'a dit Proverbe 31. Et on a un peu ce cliché de la demande, la demande en fiançailles, la demande en mariage. C'est vrai qu'ici, quand le garçon fait sa demande en mariage, automatiquement, il rentre dans les fiançailles. C'est bien ça dans la culture québécoise. Oui, alors qu'en France, Anne, arrête-moi si je me trompe, mais c'est que tu te fiances et après tu refais une demande en mariage. Enfin, tu fais ta demande en mariage. Ça, tu demandes d'abord au père s'il accepte de te donner sa fille. Ensuite, on fixe une date de fiançailles. Là, on se fiance. Et puis, quelques temps après, le futur mari confirme auprès de sa belle si elle est toujours d'accord pour convoler. Donc oui, c'est un peu en 3 volets. Mais bon, il y a des variantes quand même. Puis c'est assez ancien. Hein. C'est vrai que ça fait 50 ans en arrière, encore en Europe, on venait avec, en France en tout cas, le futur venait avec les gants beurre frais. Hein. Il y avait une couleur spéciale de gants. Il se présentait au père, pas à la mère, au père, pour lui demander officiellement la main de sa fille. Et ça m'a toujours fait rire, cette histoire de gants beurre frais. Donc la couleur des gants représentait la oui, mission. c'est des gants d'une certaine couleur, c'est un beige, ça s'appelle beurre frais, donc c'était les gants beurre frais. Et il fallait absolument avoir les gants beurre frais pour se présenter. Et quand le père voyait arriver le jeune homme avec des gants beurre frais, il savait pourquoi c'était faire. Mais c'est sûr que maintenant, on ne fait plus vraiment comme ça. Quand mon futur gendre, qui est maintenant mon gendre, quand il a demandé la main de ma fille à mon mari, il n'avait pas de gants, mais il l'a fait vraiment d'une façon très officielle. Et... Il a pris des gants. Non, il a pris des gants d'une façon figurée, mais il a fait ça très très bien, demandant d'abord au père, ensuite à moi. Une fois que mon mari a accepté, il est venu me demander. En tout cas, il y a des variantes. Hein. Chaque famille, chaque pays fait à sa petite... Et toi, t'envisages ça comment, Aurélie? Je pense pas qu'il y aura des gants. Il n'y aura pas de gants. Mais de ce que je sais par rapport aux fiançailles, c'est... Une fois que le garçon et la fille se sont dit entre eux que voilà, on va cheminer ensemble, on fait chez nous ce qu'on appelle, mais ça c'est vraiment chez nous, hein, ça dépend vraiment des cultures, ça varie d'une culture à une autre, mais chez nous, de ce que mes parents aussi m'ont expliqué et de ce que j'ai vu mes sœurs faire, des présentations officielles où la famille du mari se déplace pour venir demander aux parents, est-ce que nous, c'est pas juste le garçon qui vient, hein, c'est vraiment lui et certains membres importants de sa famille, est-ce que vous nous donnez l'autorisation d'avoir votre fille? Voilà, en fait, c'est ça. Et ça marque le temps des fiançailles. Ouais, une fois que
les parents disent oui, ils ont, enfin, ce qu'on appelle ça aussi cogner à la porte, comme on dit souvent. C'est très romantique. Une fois que les parents ont dit oui, on donne l'autorisation, là, ils peuvent officiellement dire qu'ils sont fiancés. Dans mon cas, mon mari, pasteur Joël, est allé demander ma mère à mon père d'abord. Et après, il m'a demandé en mariage. Parce que ça aurait été, ben, dans notre culture, ça aurait été irrespectueux qu'il me demande ma main sans le consentement de mon père. Mais ça, c'est par ici, c'est une tradition qui se... et qui part en vapeur assez rapidement. En fait, les gens font de moins en moins ça. Et une fois qu'on est fiancé, on va vers le mariage, mais on n'est pas encore marié. Et comme vous l'avez dit, on se prépare pour cheminer ensemble. Est-ce que ça implique une fidélité, une relation exclusive, ou alors c'est encore un moment où on peut essayer plusieurs personnes, pas essayer... Comme le dit tout à l'heure Aurélie, ça varie d'une culture à une autre, ça varie aussi d'une famille à une autre, comme l'a dit aussi Anne. Chez nous, par exemple, en Afrique, au Bénin, il y a d'abord ce qu'on appelle, on ne va pas directement aux fiançailles, il y a ce qu'on appelle la connaissance des parents. C'est un peu comme et nous on appelle ça le cococo. Cogner à la porte, c'est le cococo. C'est-à-dire que le jeune garçon qui veut commencer une relation avec la fille va avec ses parents directs. Dans ce cas, c'est les parents directs, son père et sa mère. Ils vont vers maintenant la famille de la fille pour dire, voilà, notre fils, avec des paroles qui sont très amusantes. On dit, mon garçon se promenait comme une poule, puis il a vu une graine dans votre cou. Et puis, on y met tout ce qu'on doit mettre pour que ce soit vraiment agréable, amusante, parce qu'on ne peut pas venir directement dire, nous voulons votre fille. C'est pas facile. Donc, on met des trucs autour. Et les parents savent déjà. Et passer maintenant cette étape de connaissance des parents qu'on appelle le cococo, en fait, le père sait, maintenant la mère aussi sait que notre fille est en amitié. Et donc, après l'amitié, maintenant, on parle des fiançailles. Et quand vous voulez maintenant aller aux fiançailles, on va vous fiancer tous les deux, il faut que le garçon et la fille aillent voir les parents de la fille. Et le père de la fille dit, je vous donne une période pour vous observer. Et donc, ça détermine maintenant la période des fiançailles et qui est déjà une période de préparation où le garçon peut déjà venir dans la maison de la fille devant les parents, pas quand les parents ne sont pas là. Donc, pour enchaîner en même temps avec la fidélité. Ce n'est pas que, les parents ne sont pas là, ils sont peut-être au bureau, aucun frère n'est à la maison, le garçon rentre en même temps et puis ça y est, quoi. Non, c'est pas du tout ça. Donc, ça permet aux garçons de rentrer dans la famille de la fille pour se familiariser un peu avec eux, voir leur façon de faire, voir aussi comment la fille réagit dans sa maison avec ses parents. Est-ce que c'est une fille qui aime bien s'occuper de la maison, qui s'est préparée? C'est la période où l'homme regarde un peu tout ça sans jamais parler directement. Il observe et il sait en tant qu'homme sur quel sujet il faut parler avec la fille. En matière de fidélité, on ne peut pas être en fiançailles et puis choisir un peu partout. On ne peut pas faire plusieurs cocos. Voilà, on ne peut pas faire plusieurs cocos, voilà. Et donc, dans certaines familles au Bénin, les parents dépêchent aussi certaines personnes pour vous suivre dans l'homme. Et vous ne savez pas. Ici, on appelle ça des chaperons. Mais voilà. Ils sont visibles, c'est ça, ils sont visibles. Voilà. Ils sont Parce que vous savez, il y a des gens qui ont des apparences de bons garçons, de bonne famille, en général bien, mais qui ne sont pas bien, qui sont là juste pour piéger votre fille. Et puis les filles sont très, très précieuses pour les pères, ça, il faut l'avouer. Dans toutes les cultures, les filles sont très précieuses pour leur père. Le père veut pouvoir quand même entrer à l'église avec sa fille, quoi. Et puis dit, voilà, je la donne à telle ou telle personne. Mais parce qu'on voit quand même souvent, ça arrive régulièrement que
dans cette période, je t'aime bien, mais bon, voilà, qu'il y en a plusieurs qui vont, comme on dit, manger à plusieurs ateliers. On va au cinéma un soir avec un tel, on va au restaurant un soir avec un tel. Et puis en plus, ça fait naître des fausses illusions chez l'autre. Mais les personnes vont dire, bah oui, mais c'est parce que je veux savoir si c'est vraiment le ou la bonne. Et du coup, quand on est dans les fiançailles, on entre dans une relation qui est exclusive. Là, on n'est plus dans le moment où on est encore en train de choisir, de scruter. Là, moi, je pense en fait que le fait que les parents ils laissent cette porte ouverte, justement, c'est parce que quelque part, ils ont marqué un certain accord. Et la porte ouverte, le fait que le garçon peut déjà venir ouvertement, comme Pasteur Emmanuel l'a dit, à la maison, c'est parce qu'aux yeux des parents et aux yeux de tous, finalement, les deux se sont engagés dans ce processus-là à ne plus regarder ailleurs. Donc les deux se sont engagés à marcher dans cette période de fiançailles, l'un avec l'autre, apprendre à se connaître et tout, sans pour autant ouvrir une autre porte d'accès à une tierce personne, que ce soit du côté de la fille ou du côté du garçon. C'est ce qui fait que les parents ouvrent le fait de venir chez les parents, en tout cas, c'est une façon de dire, OK, c'est l'exclusivité, là, c'est cette fille que je veux. Et... Je pense que c'est important d'appuyer sur le mot exclusivité parce qu'on sait que, je pense que dans certaines cultures, des fois peut-être le côté américain, quand on sort avec quelqu'un, ben, on peut essayer plusieurs personnes. Oui, c'est ça, on va à gauche, un peu à droite et on tente le terrain. Mais lorsqu'on est fiancé, mais c'est un engagement aussi. Et puis, c'est une période, pas juste une période d'essai, mais c'est une période qu'on apprend à se connaître encore plus profondément. Et qu'on voit aussi si on a les mêmes buts dans la vie, si on s'en va dans la même direction. Est-ce que c'est très important, comme moi, je me suis posé la question, est-ce que je crois que j'ai le même appel que mon fiancé? Parce que je savais... indéniablement que Pasteur Joël était appelé au ministère. À devenir Pasteur Joël. Donc, ça implique, je dois me poser la question, mais est-ce que me poser la question, mais aussi sonder le cœur de Dieu. Est-ce que tu m'appelles à être son aide? Les fiançailles nous préparent à être une aide pour notre mari. Est-ce qu'on est... On est dans la même vision. Oui, exactement. Est-ce qu'on a le même appel? Est-ce qu'on a des goûts similaires? La question de l'appel, elle est importante, Martine, parce c'est que très important. c'est fondamental, parce que c'est un deuxième engagement qui vient surajouter à l'engagement du mariage. Et si la personne n'est pas appelée elle aussi, ou en tout cas qu'elle ne se sent pas capable, ou en tout cas qu'elle n'a aucune envie de suivre l'autre dans le ministère, ça va poser des problèmes. Il faut savoir que savoir... C'est ça, c'est une des premières choses à faire. Mais je pense même que c'est avant même les fiançailles que les questions se posent. Et puis, je ne sais pas, tu parlais de plusieurs stades, et puis vous aussi en disant on va faire coco, mais ça prend différentes formes. Mais ne serait-ce que de demander officiellement aux parents si on peut fréquenter la fille. Je sais que mon futur gendre a fait ça. On était étonnés, mais finalement, c'est une bonne chose, je trouve. Il est venu voir mon mari en disant « Est-ce que vous m'autorisez à fréquenter votre fille ?» Et ça, c'était 1 an et demi avant les fiançailles. Donc, 1 an et demi avant les fiançailles. Et donc, j'allais dire, c'était un cran de plus dans l'exclusivité en disant « Bon, votre fille m'intéresse vraiment. Maintenant, on va vraiment apprendre à se connaître. Donc, je veux votre autorisation. » En but des fiançailles et les fiançailles en but du mariage. C'est une construction. On décourage tous les célibataires. Non, mais excusez-moi, c'est juste que je pense que c'est sain de faire ça parce que c'est progressif d'apprendre à se connaître. Puis à chaque fois, on s'engage un peu plus. Et avant de s'engager vraiment, c'est bien d'avoir construit ces choses, ça se bâtit. Et les fiançailles, c'est juste l'autre niveau. Je suis entièrement d'accord parce qu'il ne faut pas avancer sur un terrain qu'on ne connaît pas. Il faut, la période des fiançailles, c'est une période pour se rencontrer, pour se connaître. Moi, je dis c'est une exclusivité, oui, mais on ne va pas non plus dire que la vie s'arrête aux fiançailles, un peu comme Annabelle disait tout à l'heure. On ne va plus sortir avec n'importe qui, on ne va plus prendre du pot avec n'importe qui, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on arrête de vivre. Qu'on ne va plus sortir, c'est terminé, je suis dans ma maison, c'est fini, je suis destinée au mariage par tel, et donc c'est fini, j'ai plus de vie, je sors plus, je fais plus rien du tout. Ah non, il faut quand même s'offrir quand même des temps de détente, qui sont des temps de détente qui sont sains.
Pas de temps où on sort avec n'importe qui. Et parfois même entre griffes. Il y a ce que les gens appellent souvent, avant le mariage, la période pour tuer la vie de jeune fille ou machin. Moi, je ne suis pas entièrement d'accord pour ça. Parce qu'il y a souvent des choses... Déjà, l'idée, elle est bonne. Mais il y a beaucoup de choses malsaines qui entrent en ligne de compte. Quand vous voyez les cérémonies de tuer les vies de jeunes et tout, de célibataires. Franchement, il y a beaucoup de choses pas saines, pas bibliques qui se passent. Et donc, on ne va pas non plus dire que la vie s'arrête là. On ne sort plus, il n'y a plus de distractions. Mais quand même, il faut s'offrir des distractions assez saines pour y aller. Et donc, pour fréquenter, ça varie effectivement d'une famille à une autre, d'une réalité à une autre. Et donc, pour nous, c'est déjà dans l'étape de l'amitié que tout ça est réglé. Et quand on rentre dans la période de fiançailles, on sait déjà que tel est destiné à tel. Et puis, les parents essayent de cadrer un peu, comme Aurélie était en train de dire, de cadrer un peu, parce qu'ils ont déjà une certaine confiance dans le jeune homme. C'est pourquoi ils ont ouvert leurs portes pour qu'il puisse entrer. Et donc, pendant cette période, il faut développer la fidélité. Et quand je rejoins un peu Mathilde, je vais dire aussi que c'est une période où on ne va pas non plus papillonner un peu partout pour dire, bon, moi je choisis ci, je fais ça. Mais la fidélité est quand même très importante. Et je la rejoins sur le point où il faut se connaître, il faut apprendre à vivre avec l'autre. Et Amos 3.3 nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Et donc, je pense que c'est plutôt le fait de faire le point, de connaître, de se connaître. Et maintenant, pas parce que, en se connaissant, si on a des points qui ne convergent pas, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas la bonne personne. Non, absolument. On peut, par la prière, en union de prière, régler certains problèmes de différents qu'on a. On n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes appels. Moi, par exemple, j'étais dans le Seigneur avant de rencontrer mon époux. Et le Seigneur m'a utilisé, ça a commencé d'ailleurs par là, m'a utilisé pour l'évangéliser. Et je l'ai amené à Christ. Ils sans jamais pensé qu'un jour, on pouvait être mariés, quoi. Pour moi, c'était une mission de évangélise-le, parce que c'était un homme un peu intellectuel. Il était conseiller du chef de l'État à l'époque. Et donc, c'est pas facile de s'approcher de quelqu'un du genre. Mais tout de suite, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qu'il faut amener au Seigneur. Avec tout ce qu'il fait dans la politique, s'il pouvait simplement faire ça dans le royaume, je pense que vraiment, ça va aider l'avancement de l'Évangile. Et donc, je suis allée, mais après, il y a beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est impatient. Il est très impatient. Et donc, ça n'a pas été tout de suite, quand on est rentré dans une relation, dire que c'est pas la bonne personne. La personne parfaite n'existe pas. Mais ensemble, comme on est appelé à vivre ensemble, on doit se connaître. Oui, la personne parfaite n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Souvent, on va idéaliser le fiancé parfait. Il ne peut pas avoir de défauts. On ne peut jamais avoir de différents. Oui, on peut avoir des idées, mais travailler pour les idées. Parce que le mariage, c'est quand on rentre dans le mariage, c'est deux personnes. Moi, je dis qui n'ont pas seulement les mêmes visions, qui sont côte à côte. Parce que côte à côte, on risque de tricher. Parce qu'on est côte à côte, mais lorsque je regarde là-bas, vous ne savez pas si je triche ou pas. Mais pour moi, le mariage, c'est deux personnes qui se font face et qui inter-échangent entre eux et qui agissent entre eux. Et donc, il faut travailler ce côté-là pendant les fiançailles, par la prière, par la fréquentation saine, pour dire, mais voici comment moi je vois les choses dans tel domaine, et faire aussi les projets de vie ensemble. Et là, on parle de domaine dans les grandes lignes, mais de quoi est-ce qu'on doit vraiment parler dans ce temps de fiançailles? Alors, on n'est peut-être pas obligé de dire quel modèle de voiture on envisage pour l'avenir, mais il y a des choses, des grandes lignes de vie. C'est important, je pense, pendant les fiançailles, de se mettre d'accord, en tout cas de mettre l'autre aussi au courant. Je sais pas, moi, la femme qui dit, moi je veux une famille nombreuse, je veux 10 enfants, et que le mari, lui, il dit, bah moi j'en voulais pas d'enfants. Là, pas 10 enfants, dis celle qui a 5 enfants. Et il y a quand même des grandes lignes à mettre au point, à mettre au clair, et comme quoi, par exemple, vraiment les points importants qui font que on va pouvoir avancer ensemble ou on ne va pas pouvoir avancer ensemble, mais il va falloir trouver un accord. Si je vais dans la direction de Exode 2,
qui dit « Un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de la maison de Lévi », vous allez voir que d'abord, Lévi apparaît 2 fois. Ça veut dire tout simplement un homme de foi va épouser une femme de foi. Très souvent. Je reviens à la Bible. Je ne vais pas d'abord dans la généralité. Donc, si nous avons la même foi, la même conviction de foi, et que nous croyons en un seul Dieu, tous ensemble, je pense que la première chose, le premier point sur lequel les fiancés doivent travailler, c'est d'abord quel est notre appel. Je rejoins un peu Mathilde. Quel est ton appel? Quel est mon appel? Est-ce que ces 2 appels peuvent rester ensemble? Alors, si par exemple je suis pasteur, comme mon époux, et qu'il est pasteur, bien qu'étant dans la foi, la Bible demande à une femme la soumission. Alors, je mets la soumission où dans les 2 ministères? Est-ce que je dois à chaque fois réclamer, je suis la plus ancienne dans la foi, je suis... oui, un peu, parce que c'est surtout le premier point pour l'harmonie au sein du futur couple, du mariage. Et donc, première chose, regardez les convictions, les appels, les dons que Dieu a déposés en chacun de nous, comment mettre ces dons-là ensemble. Pour moi, c'est le premier point. Après, maintenant, on se dit, oui, on aime avoir tel nombre d'enfants, mais l'autre dit oui, et ainsi de suite. Mais l'un dans l'autre, on discute, on ramène tout à la parole et on prend le point qui va faire du bien à tout un chacun de nous au sein du couple. Parce que le couple, ce n'est pas seulement l'homme, hein, ce n'est pas seulement la femme. C'est les 2 ensemble. Il faut une communion d'idées, de personnalités, tout ça ensemble pour donner quelque chose de merveilleux. Et donc, on doit discuter aussi sur ces points, mais beaucoup de gens pensent que la période de fiançailles, c'est la période où on doit parler rapidement de la robe, il faut porter telle couleur de robe, la fête. Pour moi, la fête, c'est là ce soir. C'est bon, c'est pas mauvais. On peut le faire pour se faire plaisir. Mais c'est pas ça d'abord. Parce qu'il faut d'abord régler le mariage en esprit. Et puis le reste vient après. Le naturel vient après. On a tout le temps pour le naturel. Mais c'est bien que tu adresses ça parce que souvent, dans les fiançailles, on devient étourdi avec les préparatifs du mariage. Et on oublie de se préparer l'un et l'autre. Voilà. Et quand on rentre maintenant dans le mariage, on s'entend plus. On dit, t'étais comme ça. Si je savais, j'allais jamais m'y mettre. Vous n'avez jamais eu le temps. Et puis, il n'y a pas, soit du temps passant, il n'y a pas une période déterminée, fixe pour les fiançailles. Prenez autant de temps que possible pour régler tout ce qu'il faut. Oui, parce qu'on peut être étourdi. Oui, voilà. Tout ça. Voilà. Avant de rentrer dans le mariage, il ne faut pas être pressé. Que la préparation spirituelle dont vous parlez maintenant, c'est quoi? C'est juste l'appel ou il y a autre chose qui rentre en compte en termes de préparation? Dans la préparation spirituelle, il n'y a pas seulement l'appel. Il y a l'appel, il y a la façon de se voir ensemble. Il y a des gens, par exemple, de loin, ils s'entendent très bien. Mais de près, ils ne s'entendent pas. Ils ne peuvent pas faire 5 minutes ensemble. Tout ça, ça rentre dans la préparation. Oui, on se rencontre pendant la période de fiançailles. Est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on peut tenir 5 minutes, 1 heure, 2 heures? Et puis on discute. Au niveau de l'argent, la gestion financière aussi. Mais ça, c'est pas spirituel. Le spirituel, c'est oui, c'est pas ce côté, effectivement, c'est pas le spirituel, mais c'est aussi le spirituel. Parce que nous sommes les intendants du bien que Dieu nous a donné. Ok, donc chaque fois, c'est d'opposer chaque domaine. Et voilà, chaque domaine, à la Bible, et faire une préparation spirituelle. Priez aussi pour le mariage en bonne et due forme, si je peux le dire ainsi, hein, les cérémonies, la compatibilité des parents. Parce que la Bible dit, mais si Dieu agrée nos voies, il dispose même le cœur de nos ennemis. Au début, les familles peuvent ne pas les parents peuvent ne pas être d'accord. Tout simplement parce que Dieu synchronise, il prend du temps pour synchroniser les choses. Peut-être que l'homme n'est pas encore prêt, la femme n'est pas encore prête, il y a beaucoup de choses. Et donc, Dieu met juste ça pour permettre que tel comportement ou tel soit d'abord réglé avant de rentrer dans le mariage. Donc, ça fait partie aussi des choses, pendant la période des fiançailles, prier aussi pour ça et dire, Seigneur, si réellement c'est ton plan, à part le fait qu'on ait rêvé entre griffes, que les gens disent souvent, ou à part le fait qu'on ait reçu la conviction, il faut quand même prier aussi pour l'harmonie au sein de la grande famille. Parce qu'on est appelé, parce qu'on est appelé à vivre dans la famille de notre mari, qu'on le veuille ou non, on est plus proche d'eux que de la nôtre. C'est pas qu'on doit abandonner notre propre famille, mais on est plus proche d'eux que de la famille de notre propre famille. Et un point que j'aimerais soulever par rapport à ce qu'on doit voir pendant les fiançailles, c'est que c'est une question qui revient souvent pour les personnes qui ont immigré, généralement, comme moi par exemple, ou comme d'autres personnes. C'est le choix de l'endroit futur de l'habitation entre 2 personnes. Parce qu'il y a des personnes, on a remarqué, moi j'ai vu des couples comme ça,
où aujourd'hui, ils sont séparés parce que, voilà, le mari vient par exemple d'Afrique, on va dire, et lui, dans sa conception, c'est après 5 ans, je retourne vivre en Afrique. La femme, elle a grandi peut-être en Europe, on va dire. Et elle, dans sa conception, c'est oui, moi, je vis en Europe et je ne pense même pas à retourner ou à vivre un jour en Afrique. Et du coup, ça crée. Moi, je connais plein de couples comme ça qui sont même déjà mariés. Mais il y a toujours ce truc-là. Moi, je ne voulais pas rentrer. Toi, tu as décidé de rester et ça fait une séparation. On se retrouve parfois avec l'homme qui est parti et la femme qui est restée dans le pays. Donc, je pense que c'est un point quand même important. C'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment se donner du temps. Hein. Comme vous disiez, Hermione, si on se donne du temps, on va avoir le temps de dépister ce genre d'incompatibilité, que ce soit des incompatibilités de projet de vie, hein, des incompatibilités de gestion d'argent, des incompatibilités de caractère, des fois même des incompatibilités de famille. Là, vous parliez des familles qui ne sont pas d'accord au début puis qui s'adaptent après, mais des fois, elles ne s'adaptent jamais et ça peut poser de gros problèmes. Donc, quand il y a vraiment une hostilité marquée d'une des deux familles, ça vaut la peine de se donner du temps pour réfléchir si on va de l'avant ou pas. En tout cas, d'une manière générale, je sais que quand on tombe amoureux, hein, les spécialistes disent qu'on a à peu près 2 ans où on est aveugle. Hein, avec nos hormones sont à l'envers. Et donc il faut pendant moins des fiançailles de 3 ans. Il faut au moins laisser retomber l'enthousiasme du début et puis les petits papillons qui volent devant les yeux, qui empêchent de voir les vraies choses, les vraies affaires. Parce que quand on est amoureux, on ne voit pas les défauts de l'autre ou on refuse de les voir. Exactement. Quand on commence à être un peu plus raisonnable, là, on va pouvoir vraiment voir s'il y a des incompatibilités majeures. Et est-ce que ça ne tue pas l'amour, justement? Moi, je pense... Oh non, mais non, ça ne tue pas l'amour, ça se construit. Par rapport au problème soulevé par Aurélie, je pense que d'abord, le mariage, c'est une façon de sacrifier chacun de nous dans le mariage, un peu de nous-mêmes. De ne pas tout ramener à nous, pas être égoïste. Moi, je pense, par exemple, vivre en Afrique, je vis en Afrique, point barre. Moi, je pense vivre en Europe, je vis en Europe. Non. Le mariage, c'est un sacrifice. Un sacrifice, ce n'est pas, quand on regarde bien dans la Bible, le sacrifice, ce n'est pas quelque chose que tu as de trop, que tu jettes, que tu donnes à quelqu'un. Non. Le sacrifice, c'est quelque chose auquel tu tiens, qui t'est cher, mais que tu laisses tomber pour l'amour que tu as pour quelqu'un, pour quelque chose. On doit chacun de nous, au sein du couple, même pendant la période de fiançailles, chacun doit pouvoir sacrifier quand même une partie de lui. Et l'un dans l'autre, on trouve ce qui est bien pour nous, ce qui sera bien pour nos enfants. Donc, il ne faudrait pas être égoïste en disant, moi, je pense que c'est simplement s'arrêter là. On ne va pas se séparer pour ça. Et si des gens arrivent, même dans le mariage, à se séparer, c'est que déjà la période de fiançailles a été mal faite, bâclée. Voilà, mal faite. Et donc, ça fait partie des choses qui fragilisent le futur couple. Et comme elle dit, Anne dit, on ferme les yeux, on ne veut pas voir. Voilà, on décide de ne pas voir les défauts de l'autre. On décide, on fait attention, juste aller dans le mariage. Et nous, les femmes, nous sommes spécialistes de ça. On aime beaucoup. Ça dit qu'on dit les fiançailles, pour nous, tout de suite, c'est le mariage. Le mois d'après, il faut tout faire pour que ce soit célébré. Le reste, on règle après. Non, il vaut mieux régler et puis faire le mariage après, plutôt que de te marier et puis de devoir rompre après. Merci beaucoup à vous toutes, mesdames. Vous l'aurez compris, les fiançailles, c'est un temps vraiment privilégié, mais aussi un temps important. Ne vous précipitez pas à écourter ce temps de fiançailles pour vous marier, et parce que ça simplifierait beaucoup de choses, parce que comme ça, les défauts, les incompatibilités, et ben, tout va se régler dans le mariage. C'est une fausse illusion. Les fiançailles sont un temps de guérison, un temps de construction, un temps aussi où on apprend à se connaître en vue du mariage, pas simplement d'une simple amitié, mais comme l'a dit Pasteur Hermione, il faut savoir s'entendre ensemble, et si on ne peut pas rester 5 minutes ensemble, ça va être difficile de rester ensemble toute une vie, à moins qu'on se sépare dans 2 pays différents, comme Aurélie a suggéré. Et donc, on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, toujours sur le thème des fiançailles. Donc, merci beaucoup à vous toutes, mesdames. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.